En 1950, une molécule révolutionnaire qui rend les produits imperméables et résistants aux graisses est mise sur le marché. Sa commercialisation est une réussite, cette molécule est utilisée partout. 50 ans plus tard, on réalise qu'il s'agit d'un composé chimique extrêmement néfaste pour la santé qui s'accumule dans l'environnement et dans notre propre corps. Il s'agit des substances per- et polyfluoroalkylées, aussi surnommées PFAS ou polluants éternels. Alors, c'est quoi exactement un PFAS? C'est un composé organofluoré synthétique, c'est-à-dire une molécule fabriquée par l'homme dans laquelle on retrouve des liaisons carbone-fluor. Cette liaison est une des plus fortes en chimie. Ce sont ces liens carbone-fluor qui rendent la molécule extrêmement résistante et très difficile à dégrader dans la nature, d'où le surnom polluant éternel. Il existe des milliers de sortes de PFAS aux propriétés différentes, certains plus néfastes que d'autres. Leurs propriétés moléculaires font que les PFAS peuvent être utiles quasiment partout. Ils repoussent l'eau, l'huile, les taches. Ils sont anti-adhésifs. Ils sont d'excellents résistants à la chaleur, au froid et aux substances chimiques. On les utilise dans les nettoyants, les imperméables, les plastiques, les meubles, les poêles, les vêtements, les cosmétiques, les mousses incendie, bref, dans une panoplie de produits de consommation courante. Comment ce polluant s'infiltre-t-il dans notre corps? Pour le comprendre, les jeunes scientifiques québécois ont fait appel à Sébastien Sauvé, un professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, qui dirige une équipe de recherche sur les PFAS. Lorsqu'on jette à la poubelle des objets contenant des PFAS, ils se retrouvent en centre d'enfouissement. L'objet se dégrade, mais pas le contaminant. Les PFAS sont alors libérés dans l'environnement. Avec la pluie, ces produits chimiques infiltrent la nappe phréatique, une zone avec très peu d'activité. Peu d'oxygène, pas de rayons UV et peu de bactéries. Les PFAS ne sont alors pas dégradés et peuvent voyager des kilomètres avant de contaminer les lacs et les rivières. Comme les façons de filtrer les PFAS sont encore nouvelles et très dispendieuses, les stations de traitement des eaux potables ne retirent pas les PFAS et ces derniers se retrouvent dans l'eau qu'on boit tous les jours. Une fois les PFAS ingérés, ils sont absorbés par le tractus intestinal puis libérés dans le sang. Les PFAS se lient alors à l'albumine, une protéine de transport. Cela engendre leur distribution et leur bioaccumulation à travers les différents tissus de l'organisme, causant divers problèmes de santé. Lorsqu'ils se lient à l'albumine, les PFAS deviennent des perturbateurs endocriniens. Pour mieux comprendre cette interaction, le professeur de toxicologie Jonathan Véraud compare l'albumine à un autobus qui transporte normalement les hormones thyroïdiennes dans le sang. Il la surnomme l'albusmine. Dans le sang, les PFAS se lient à l'albumine et prennent la place des hormones thyroïdiennes qui ne peuvent ensuite plus se déplacer. En prenant la place des hormones, les PFAS deviennent des perturbateurs endocriniens. De plus, ces contaminants ont aussi un impact négatif sur le système immunitaire et certains sont même prouvés cancérigènes. En effet, le PFOA et le PFOS ont été classés respectivement comme cancérogènes et peut-être cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Comme ils sont bioaccumulables, les PFAS sont aussi sujets à une bioamplification dans les différents niveaux du réseau trophique. En consommant des petits poissons contaminés, les grands poissons et les mammifères marins accumulent alors beaucoup plus de PFAS. De cette manière, les PFAS se retrouvent aussi dans notre nourriture. Les sources principales d'exposition qui mènent à l'absorption de PFAS, c'est dans l'eau si elle est contaminée et la nourriture, plus précisément dans les protéines animales. Là où il y en a le plus, c'est dans le poisson, les fruits de mer et la viande rouge. En France, on retrouve 5 sites de production de PFAS et 27 usines qui en utilisent pour faire leurs produits. Mais selon l'ONG Génération Future, ce ne sont pas les seuls concernés. 225 sites industriels ont été identifiés comme source majeure de rejet de PFAS, qu'il s'agisse de production, d'utilisation ou de contamination indirecte. Certains sont bien connus, tels que l'usine Tefal à Rumilly ou encore l'usine Arkema située à Pierre-Bénite dans la vallée de la Chimie au sud de Lyon. Cette usine chimique a été identifiée comme l'un des plus gros émetteurs de PFAS en France.
Depuis des années, ces usines contaminent la population. Heureusement, des actions sont mises en place. Le 27 février 2025, la loi numéro 2025-188 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS a été adoptée par le Parlement français. Cette loi interdira, à partir de 2026, la vente de cosmétiques, de vêtements, de chaussures et de forts pour ski contenant des PFAS. Puis, en 2030, tous les textiles contenant ces substances seront également bannis. Ces mesures sont un bon début, mais ne permettent pas de retirer les PFAS déjà présents dans l'environnement. Entre-temps, certaines innovations biologiques pourraient aider à décontaminer l'eau et les sols, comme la bioremédiation à base de champignons, de bactéries ou de plantes, mais ces méthodes sont toujours en développement. À l'Université de Strasbourg, Stéphane Vuillemier mène une étude pour trouver et développer une enzyme qui serait capable de dégrader les PFAS. Nous avons identifié un ARN capable de détecter le fluorure, le produit de dégradation de tous les PFAS. En séquençant l'ADN d'un échantillon prélevé dans un environnement pollué, on pourrait trouver s'il y a eu de la dégradation de PFAS. Par contre, on ne sait pas où se cache le gène qui code l'enzyme qui dégrade les PFAS si elle existe. Si on réussit à trouver l'enzyme capable de briser la liaison carbone-fluor, on pourrait aussi essayer de l'améliorer, la rendre plus efficace. Il va peut-être falloir jouer avec l'évolution en laboratoire parce que les micro-organismes naturels n'ont jamais été exposés aux PFAS avant très récemment. Ils n'ont donc pas eu la chance de s'adapter pour dégrader efficacement ces produits. En 40 ans, nous avons développé tellement d'usages de toutes sortes pour les PFAS, il va falloir revoir notre façon de consommer des produits. Par exemple, dans une voiture, il y a 12 catégories d'usage de PFAS. Dans une voiture électrique, la batterie contient de grandes quantités de PFAS. Il y a aussi les pneus, les sièges, les huiles, l'antigrippant et les freins qui en contiennent. Une voiture contient plus de 100 PFAS différents en moyenne. À une échelle individuelle, on peut faire attention aux produits qu'on achète, mais surtout, il faut faire circuler les mises en garde. Si les citoyens s'unissent face à ce problème, les gouvernements auront plus de pression d'agir rapidement. Les consommateurs ont le droit de connaître le contenu et l'impact des produits qu'ils consomment.